Le point de départ, ce que j'avais envie d'explorer, c'était le fanatisme. Et le fanatisme, ça fait partie de ces choses qui me restent mystérieuses et qui me perturbent beaucoup. Mona lira dans l'incendie. Mona lira et ensemble on frissonnera. Mona lira bien au chaud quand il fait froid. Mona lira avec toi. Mona lira. Partout, où que l'on soit. Mona lira avec les yeux, les oreilles ou les doigts. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis malvoyante et, signe particulier, j'adore la lecture. J'anime Mona lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Mona lira met à disposition des livres en coloration syllabique, grand caractère, audio avec ou sans texte synchronisé, braille numérique, langue des signes française et plein d'autres formats pour les personnes empêchées de lire les livres imprimés du commerce en raison d'un handicap. Tous les mois, je vous propose 1 heure d'échange avec un auteur, une autrice ou une personnalité du monde littéraire. On y parle des œuvres, de comment elles se créent et de littérature sous toutes ses formes. Parce que la lecture est une passion qui rassemble, quelle que soit notre façon de lire. Pouvoir lire autrement est un droit. Mona lira est la médiathèque numérique qui y pourvoit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e épisode de Mona lira, le podcast. Dans ce 9e épisode de la première saison, nous accueillons Lolvé Tillmans. Bonjour Lolvé. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler avec toi de ton dernier roman, paru chez Cousu Mouche en 2024, La Fanatique, un roman d'un peu plus de 6h30 en audio et de plus de 300 pages. Mais aussi de ton actualité littéraire, puisque tu travailles actuellement à un projet avec l'association Ligne et l'association Lire et Écrire Genève, Vaud, Valais et Neuchâtel. On en parlera à la suite de La Fanatique. Et également de ton actualité littéraire hors association, puisque tu t'apprêtes à publier en janvier 2026 un nouveau roman, ton 7e, que l'on ne s'écrit pas au féminin. On aura l'occasion d'en parler, j'espère également, en fin de podcast. Lolvé, tu es une femme très active, tu écris depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Tu en es, on le disait, à ton 6e roman avec La Fanatique. Particularité, tu n'es pas du tout à la base issue du monde littéraire, tu n'as pas un parcours littéraire classique, tu étais spécialiste en énergie quand tu as décidé de te mettre à l'écriture. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans la littérature? Pour faire une réponse courte, c'est l'ennui qui m'a amené à me lancer dans la littérature. En fait, j'ai toujours été d'abord une lectrice. J'ai beaucoup lu, je continue à lire beaucoup. Et puis, je pensais que l'écriture, c'était beaucoup trop grand pour moi, qu'il me faudrait beaucoup de temps, ce qui est vrai. Donc, j'imaginais pas tellement devenir moi-même autrice. Et puis, quand je me suis retrouvée dans la vie professionnelle réellement, au bout d'un moment, dans mon dernier job, je me suis retrouvée face à une montagne d'ennuis. Et là, je me suis mis à écrire au bureau. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans un premier texte qui est très mauvais, mais c'est ça qui m'a permis de me lancer dans l'activité puis de me dire pourquoi pas en fait je pourrais essayer vraiment de faire ça. Premier texte qui t'a amené ensuite à en rédiger un certain nombre d'autres, puisqu'aujourd'hui tu n'en es pas du tout à ton coup d'essai et tu as même gagné 3 bourses, notamment qui t'ont amené à voyager dans des pays étrangers. Tu le dis d'ailleurs toi-même dans tes biographies, tu voyages toujours autant que faire se peut, le plus possible avant de revenir à ton point de chute aujourd'hui, Carougeois. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, moi j'adore le voyage, ça paraît un peu bateau de dire ça, mais j'aime beaucoup aller ailleurs et si possible y rester un petit moment pour essayer de voir comment l'air est ailleurs. C'est très inspirant, je trouve. J'aime bien découvrir d'autres langues, d'autres rythmes, d'autres cuisines aussi. Donc, si je peux partir quelque part, en particulier pour faire quelque chose, par exemple échanger avec d'autres autoristes
où aussi j'ai l'habitude d'essayer plusieurs mois par année d'écrire un peu isolé. Et c'est beaucoup plus simple de faire ça ailleurs qu'à la maison. Donc, par exemple, cet été, j'étais 2 mois à Dresde, en Allemagne. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup travaillé et j'ai pu le faire bien tranquillement. Et puis, j'aime aussi bien revenir chez moi avec Genève, qui est quand même une super région. Et puis ici, j'ai tous les gens que j'aime le plus au monde. Donc, c'est toujours une joie de revenir, de les retrouver. Tu parles des gens que tu aimes le plus au monde et le fait de voyager. Tu parlais de Dresde à l'instant. Dresde est présente et même assez présente dans la fanatique, puisque c'est une des villes dans laquelle va se soigner régulièrement M, l'héroïne de ton roman, dont je ne vais pas encore déflorer l'identité tout de suite, puisque tu la gardes très anonyme pendant une longue partie du récit, et c'est au cours du roman qu'on découvre peu à peu qui est cette femme. Même si on lit la 4e de couverture, et sur la couverture, donc les personnes qui voient correctement voient tout de suite de qui on parle, mais moi qui ai lu le livre en l'occurrence autrement qu'en imprimé, je n'avais pas eu accès, j'avais vu la couverture, mais j'y avais pas été attentive, et je n'avais pas lu la 4e de couverture, donc sans entrer dans le roman par la 4e de couverture et par sa couverture elle-même, on ne sait pas de qui tu parles tout au long du roman. Donc on va en parler, parce que d'ailleurs c'est un choix éditorial assez intéressant de savoir pourquoi est-ce que on déflore tout de suite son identité dans la 4e de couverture, et que toi tu fais le choix à l'inverse de justement pas la nommer, cette femme qui, on le verra par la suite, a un rôle extrêmement important dans le récit. Dresde donc, ville où elle va se soigner, et toi, pour travailler sur l'histoire de ce roman, tu es allé régulièrement pendant une certaine période en Allemagne pour travailler sur les sources, pour te documenter un maximum, parce que ce roman n'a pas lieu à l'époque contemporaine, sur la période historique évidemment contemporaine, oui, mais ça se déroule pas aujourd'hui, ça se passe à une époque de l'histoire très particulière, et je veux bien que tu nous en parles. Oui, alors c'est un roman qui se déroule sur la première moitié du XXe siècle. On démarre au tournant du siècle, 1901, et on s'arrête en 1945. Et l'Allemagne, alors moi je dirais plutôt que c'est un roman européen plutôt qu'allemand. L'héroïne elle-même a vécu dans plusieurs pays, a parlé plusieurs langues, et c'était en fait assez commun. À cette époque, l'Europe était assez différente avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, pour moi, je vais toujours régulièrement en Allemagne, et pour ce livre en particulier, c'était assez intéressant d'aller un peu dans les traces, d'être entouré de l'allemand en écrivant un texte où l'Allemagne est très présent. C'était assez intéressant. C'était une immersion des fois qui était un peu trop forte. À certains moments, j'ai eu besoin de me reposer. C'était assez éprouvant d'écrire ce livre. Mais c'était une bonne chose d'avoir la majeure partie de l'écriture, de faire la majeure partie de l'écriture en Allemagne. Oui. Tu as fait, effectivement, comme tu le dis, la grande majorité du travail d'écriture en Allemagne, et tu ne l'as pas fait, enfin, tu l'as fait seul, évidemment, le travail d'écriture, mais tu résidais chez une personne de ta famille qui, en l'occurrence, est citée en dédicace, en remerciement à la fin de ton ouvrage. Une cousine de ton grand-père que tu appelles tante. Oui, qu'on appelait tous tante dans la famille. Et elle s'est très bien occupée de moi pendant que j'écrivais ce roman chez elle. Et puis on en a beaucoup discuté. C'est une femme qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui avait beaucoup de questions sur pourquoi je passais tant de temps à m'intéresser à un tel personnage, quelle était ma démarche. Et puis en fait, de lui parler, ça c'était très intéressant pour moi. Quand on nous pose des questions sur pourquoi on fait les choses, ça nous force à essayer de répondre au pourquoi. Et donc ça permet d'approfondir aussi la réflexion à la démarche. Donc c'était très 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 intéressant d'être auprès d'elle à ce moment-là, et je sais qu'elle aurait beaucoup aimé parler du livre une fois écrit, une fois publié. Tu l'expliques à l'instant, ce récit se déroule entre autres
pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais débute évidemment bien avant, puisque on suit le parcours de ce personnage, de cette protagoniste principale, de sa naissance à son décès, en l'occurrence, un peu sous forme de journal intime finalement. Pourquoi t'être intéressée à cette personnalité qui, en l'occurrence, est une des rares protagonistes, je dirais une des rares figures féminines d'importance du Troisième Reich? Le point de départ, ce que j'avais envie d'explorer, c'était le fanatisme. Ça me chatouillait. Moi, je choisis des sujets d'écriture. Généralement, c'est des choses que je comprends pas et qui me dérangent, et que parce que je les comprends pas, qu'elles me dérangent, j'ai envie d'enquêter et de les comprendre mieux. Et puis le fanatisme, ça fait partie de ces choses qui me restent mystérieuses et qui me perturbent beaucoup. Comment ça se fait que des gens intelligents partent dans des choses aussi obtuses? Et puis, depuis plusieurs années, je m'intéresse plus particulièrement aussi à des personnages féminins. J'essaye d'avoir toujours des héroïnes qui soient donc des femmes, montrer un point de vue féminin sur le monde, déjà parce que moi-même je suis une femme, parce que ça, il y a un déséquilibre des récits. J'ai envie de modestement contribuer à proposer plus de points de vue féminins. Et donc, M, ce personnage qui est à la base un personnage historique, je pense que c'est l'archétype du fanatisme. On ne peut pas aller plus loin que ce qu'elle a fait, c'est impossible. Et donc c'est pour ça qu'elle était captivante. Et après, il m'a suffi de peu de recherches pour me rendre compte que sa vie était en soi complètement romanesque. Si j'avais inventé une vie pareille, mon éditeur m'aurait dit mais il faut que t'arrêtes, c'est pas du tout crédible, ça va pas. Alors que là, ce sont les faits historiques, c'est vraiment la vie de cette femme. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée avec elle, à essayer de la comprendre et de rédiger, comme tu le disais, un peu sous forme du journal intime. Ça, c'est une décision que j'ai prise spontanément. Si j'y avais réfléchi, peut-être que je l'aurais pas fait. Mais c'était vraiment, ça s'est imposé. Je devais écrire à la première personne. Je devais essayer de retracer vraiment au plus près d'elle. Et puis ça, c'est assez coûteux, honnêtement, psychologiquement. Mais je pense que c'était la forme la plus intéressante pour ce roman-là. Qu'est-ce que ça t'a demandé en matière de recherche, en matière de sources aussi, d'aller voilà, pour trouver finalement les bons mots, réussir à trouver aussi les sources en fait qui existaient autour de cette femme, puisque les femmes étaient assez invisibilisées dans le régime nazi de manière générale, comme dans beaucoup de régimes totalitaires la plupart du temps. Elles ne tiennent pas un rôle de premier plan, ou souvent elles sont assez maltraitées de manière générale. Et finalement, elle avait quand même un rôle assez particulier. Donc en l'occurrence, tu as pu trouver un peu de matériel. Mais qu'est-ce que ça, voilà, quel effort ça t'a demandé, et puis comment tu as réussi à finalement à t'organiser dans la recherche documentaire? Il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, il y a à prendre en compte que cette femme-là, beaucoup de gens qui l'ont connue, après la guerre, ils avaient plus trop envie de dire qu'ils l'avaient connue. C'est un archétype du mal ou de la folie. Donc si on a été proche d'elle, peut-être même si on l'a aimée, c'est pas dit qu'on ait envie d'en parler, qu'on ait envie de publier les lettres. Donc moi je soupçonne que beaucoup des correspondances qu'elle a eues ont été détruites. Des gens, il faut imaginer, on est en 1945, 46, l'Europe est complètement démolie, et il y a des gens, tout le monde essaye de s'en sortir. On n'a pas vraiment envie de dire moi j'étais super copain, super copine avec des grands nazis. C'est pas vraiment agréable. Et puis d'autres gens, comme par exemple sa mère ou qu'est-ce qu'ils vont dire sur cette époque, ça peut ne pas être la vérité, pour autant que la vérité existe. Mais disons qu'il faut prendre ces choses-là avec des pincettes. Et puis après, il y a, comme tu disais, aussi le fait qu'elle était une femme. Et puis ça, c'est aussi le défaut général dans un monde patriarcal, c'est qu'on plaque certaines choses sur les femmes. Et le plus courant avec elle,
spécifiquement, c'est de toujours ramener ses motivations à des relations romantiques, l'amour. Par exemple, c'est très 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 courant qu'on interprète son engagement, ses idées, au fait qu'elle ait été amoureuse d'Hitler. Ça me semble complètement ridicule, une fois qu'on va un peu creuser, mais c'est très 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 présent. Il faut creuser un peu pour se rendre compte que c'est une personnalité beaucoup plus complexe que ça, et puis qu'elle peut avoir ses motivations propres en fait comme un individu. Elle n'est pas qu'une femme, donc elle peut avoir des idées ou prendre des décisions qui sont pas liées à un élan romantique. Et ça, il faut faire très attention à ça. Et parce que je me suis documentée le plus possible, par exemple, j'ai pu voir qu'il y avait des erreurs, y compris chez des historiens très sérieux, qui en fait parlent pas vraiment d'elle, mais qui vont par exemple parler de son mari, faire un bouquin sur son mari, hyper bien sourcé, très pro, très scientifique, et puis ils vont faire quelques pages sur elle. Et puis là, il y a quelque chose qui est dit, en fait, qui est un raccourci, qui est pas bien documenté, sourcé, et parce que comment dire, j'ai pu regarder le plus de sources possibles, certaines choses me mettaient la puce à l'oreille. Il faut que je donne un exemple plus concret de ça. Je lis dans une étude que elle se serait disputée avec la maîtresse d'Hitler à un concert et sur une tenue. Et en lisant ça, et qu'elle aurait fait un scandale, etc. Ça me paraissait pas du tout crédible. Parce que, selon moi, et selon les recherches que j'avais faites déjà à ce moment-là, elle se voyait pas du tout au même niveau qu'une maîtresse. Et j'ai été creusée. Et effectivement, quand l'événement arrive, c'est-à-dire cette dispute avec la maîtresse d'Hitler, eh bien, en fait, M est en train d'accoucher et elle est dans une clinique à Dresde, justement. En fait, l'historien, qui est par ailleurs un très très bon historien, il n'a pas vérifié, parce que ça lui semblait logique que ces femmes dans le mouvement nazi se disputent, et puis comme des chiffonnières sur les tenues et sur voilà. Et il a fait le raccourci. Alors que moi, en ayant passé le plus de temps possible à lire tout ce qui pouvait parler d'elle de près ou de loin et à suivre sa vie, ça correspond pas à sa personnalité, ça correspond pas à comment elle se voit dans le monde, à comment elle se voit dans ce parti. Et en vérifiant, j'ai pu voir qu'effectivement, c'était pas elle, c'était une autre épouse, mais c'était pas elle qui s'est disputée avec la maîtresse d'Hitler. C'est passionnant ce que tu nous expliques là, parce que c'est vrai que cette femme, elle fait des scènes terribles à son mari, qui par ailleurs la trompe éhontément et tout au long de son mariage. Donc tu le dis, mariée, mais surtout c'est une femme, et on en parlera un peu plus tard, puisqu'on va d'abord s'intéresser à la question de son fanatisme, qui date pas de son mariage avec cet homme influent sous le Troisième Reich, mais qui date de bien avant finalement. Mais surtout, c'était aussi une femme, comme tu le dis, plutôt complexe, puisque très arrogante, très sûre de sa réussite et du fait qu'elle méritait un rang dans le monde, reine ou rien, hein, tu le dis à plusieurs reprises dans ton roman. Mais c'est aussi une femme très moderne pour son école. Sur son époque, elle a divorcé, elle fumait, elle buvait, elle conduisait sa propre voiture, elle avait aucun scrupule à rendre la monnaie de sa pièce à son mari en prenant potentiellement à son tour des amants. À l'époque, c'était clairement une vie qui était pas tout à fait concevable au rang auquel elle prétendait, et justement à son statut social. Mais peut-être parlons de cette question du fanatisme, puisque tu l'as évoqué, M fait clairement partie de cette catégorie de personnes qui s'est clairement fanatisée, entre autres sous le Troisième Reich. Mais cette femme avait déjà de grandes prédispositions à la fanatisation dès sa jeunesse, puisque contrairement à ce qu'on pourrait imaginer,
son premier amour de jeunesse n'est pas du tout une personne qui rentre dans la catégorie des Ariens et des Ariennes, mais est un des pionniers du sionisme en Palestine. C'était Viktor Arlozorov, un juif russe qu'elle a rencontré par l'entremise d'une amie à elle, Lisa, sa sœur en l'occurrence, lorsqu'elle était à Berlin. Et donc à ce moment-là, elle était déjà elle avait déjà réalisé une grande partie de ses études dans les meilleurs pensionnats d'Europe, en Belgique notamment, en partie en Allemagne également aussi. Elle parlait donc entre autres l'allemand, mais aussi le français. Et en l'occurrence, on va voir comment elle est introduite à Victor et ce qui lui fait effet chez ce jeune homme déjà quand elle est adolescente. Donc bien avant l'entrée en conflit de l'Allemagne qui va entamer la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas Lisa qui a ouvert la porte aujourd'hui, c'est lui. Victor, son grand frère. Il a fallu que je me présente, j'ai changé depuis la dernière fois qu'il m'a vue. Il s'est souvenu, M, la chère amie de Lisa. Son léger accent, son élégance et son regard, lui, il n'a changé en rien. Pourtant tout est différent. Il a pris ma main, la serre légèrement et les fleurs de ses lèvres. J'ai senti une petite chose au milieu de mon corps. Nous nous regardons et je regrette mes nattes, que j'aimais pourtant beaucoup ce matin. Il me fait entrer. J'entends le piano, les rires. Cette maison a toujours été merveilleuse, mais j'ai l'impression de la découvrir pour la toute première fois. Chacun me salue, mes joues s'échauffent, mes pieds s'allègent. Les doigts de Victor exercent une pression délicate contre mon dos, il me fait asseoir à côté de lui, au centre du cercle. Je me sens reine. J'écoute, écoute. Il parle si bien. Il est si fascinant, si passionné. On chante, on rit. Ai-je déjà été aussi heureuse? Au moment de repartir, il me fait encore un cadeau. Il pose sa main sur le bras de Lisa et décide de me raccompagner lui-même. Il dit qu'il souhaite me revoir. Cette fois, j'en suis sûre. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Maman me demande comment était l'après-midi chez les Arlozorov. Je ne peux rien dire. Me couche sans manger. Je ne dors pas. Maman a claqué la porte. Papa Friedlander pleurait. Victor est l'homme le plus merveilleux au monde. Il sait tant de choses et il en parle si bien. Je pourrais passer des heures à l'écouter parler du pacifisme, de l'effondrement du capitalisme bourgeois et de son sujet favori, l'avenir du peuple juif, le sionisme. Lorsqu'il entre dans une pièce, tout le monde est attentif. Il est tellement plus important que les autres que chacun pressent qu'il faut se soumettre à sa personnalité supérieure. Je l'admire tant. C'est si beau de le voir mener des réunions, discuter littérature, déclamer de la poésie. Je sais qu'il sera bientôt un très grand homme, un très grand dirigeant, un très grand chef. Et moi, je pourrais être juste à une main de lui, dans sa lumière, sa reine. Victor a effleuré ma bouche avec la sienne. On le voit, ce premier amour, cette première passion, d'ailleurs, c'est l'intitulé de cette sous-partie du roman, la première passion. Elle est vraiment fascinée par cet homme, d'une part parce qu'il est très intelligent, enfin voilà, il aime la littérature, la poésie, il sait parler, il a une prestance qui fait que quand il arrive quelque part, on le remarque, il en impose. Et ça, tout de suite, ça exerce un effet de fascination extrêmement important sur elle. Alors qu'il est, voilà, dans des sujets de conversation, etc., dont je dirais, dans des thématiques qui sont très éloignées de celles de son futur mari et du suivant, puisque lui, Victor, ne sera jamais son premier mari non plus, mais en l'occurrence destiné à de grandes choses aussi, destiné à être chef. Il deviendra Chaim Arlozorov, et d'ailleurs ça causera un certain nombre de problèmes, notamment pour son mari, qui trouvera un moyen, en tout cas dans l'ouvrage, tu insinues qu'il a été assassiné possiblement sur commanditation de son mari. Est-ce que historiquement on en est certain à 100%? Je suis pas sûre, non, mais le doute plane en tout cas. On n'est pas certain qu'il ait été assassiné pour cette raison-là, mais disons que c'est une probabilité.
qui existe et qui n'a pas encore été élucidé aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce côté fascination par la parole. Elle écoute et elle est transportée et elle est vraiment littéralement sous le charme de cet individu qui la captive, entre autres par sa prestance, mais aussi par ses mots. Et ça va se retrouver également, non pas chez son premier mari, qui est un peu un mariage de première ascension sociale, qui est bienvenu parce que son beau-père, par ailleurs juif, qu'elle adore, qu'on l'entend d'ailleurs dans le passage, Papa Friedlander, qui lui aura apporté tout ce dont elle a toujours eu besoin pendant ses études, pendant sa jeunesse, etc. Et dont on verra qu'elle se soucie assez peu par la suite. Quand son premier mari va lui permettre cette première ascension sociale, elle en divorcera et elle rencontrera ensuite, à un moment donné où elle est très en ennui, finalement, son deuxième conjoint. Je te propose qu'on fasse dialoguer la rencontre de Viktor Arlosoroff avec la première fois où elle rencontre, et elle n'est pas seule à le rencontrer en l'occurrence, celui qui deviendra son futur époux. J'ai mon ticket, mais il n'y a pas de placeuse. Il faut se faufiler dans la foule, une masse suante, mal fagotée et qui parle un berlinois de bas étage. Le palais des sports ne pourrait accueillir une âme supplémentaire tant nous sommes serrés les uns contre les autres. Je regrette d'être venue, je ne suis pas à ma place au milieu de tous ces gens, je ne me sens jamais à ma place. Le prince Aoi agite ses petits bras ronds dans ma direction et m'installe à ses côtés. Il semble surexcité, je vais voir ce que je vais voir. Soudain, un grand mouvement prend la salle. Nous sommes debout. Les applaudissements puis les cris éclatent. Je suis comme portée par une immense énergie. Un homme s'avance sur l'estrade. Une veste de cuir sombre, des traits coupés par une main dure et des yeux noirs qui vous fouillent et vous hypnotisent. Il commence par parler très bas et le silence se fait. Il tient le palais des sports dans son poing. Je suis tout entière serrée dans ce poing. Sa voix monte alors qu'il accuse, menace, dénonce. Et puis l'espoir, la chaleur, la tendresse même. Nous serons sauvés, notre gloire ressuscitera, notre avenir fleurira parce qu'un homme extraordinaire nous a choisis. Le chef. Le chef nous mènera, nous emmènera au sommet du monde, là où est notre place. Tant de passion, de sentiments extrêmes et opposés en une seule voix incroyable. Fascinant. Je voudrais qu'il ne cesse jamais de parler, de se tenir là en face de moi avec ses yeux, ses poings, son corps tendu vers la foule soumise. J'ai chaud, j'applaudis, mes mains brûlent et des larmes me viennent. Il ne me reste que ma chair qui flotte, pantelante. J'ai tout oublié des autres choses du monde, même son nom. Qui est-il? Cet homme éblouissant, me répond le prince Aoi. C'est G. On l'aura compris, le chef, évidemment, c'est Hitler. Après, tu joues admirablement bien des initiales dans ton roman, puisque M, c'est l'initiale du prénom de cette femme. G, en l'occurrence, ce n'est pas l'initiale du prénom de l'orateur, en l'occurrence, c'est l'initiale de son nom de famille. Mm-hmm. Donc, ça crée une petite confusion. Alors après, si on est un petit peu féru d'histoire, on comprend assez vite qui est l'orateur. Et je pense qu'on va pouvoir quand même, à ce moment, enfin, là tout de suite maintenant, donner quand même le nom de la protagoniste principale et de celui qui sera son futur mari, puisque l'orateur ici, c'est Joseph Goebbels. Et M, c'est sa future femme, donc c'est Magdalena Goebbels, que généralement on appelle Magda Goebbels. Et en l'occurrence, ici, ce qui ressort et ce qui était déjà présent dans ce qui captivait cette femme chez son premier amant, Viktor Arlosoroff, c'est non seulement la qualité du discours, la fougue du discours, je dirais, mais aussi le mélange entre la violence à la fois du propos et la manière dont cet homme occupe l'espace de manière très virile finalement, et l'opposition qu'elle perçoit avec une certaine tendresse. Et finalement, ça se retrouve à plein d'autres occasions dans ton roman, cette dualité, je dirais, entre
la violence de Goebbels, entre autres, aussi la sienne parfois, hein, parce que Magda est très très loin d'être quelqu'un de pacifiste dans sa relation, entre autres avec son mari. Alors elle aime beaucoup ses enfants, ça transparaît énormément dans le récit, mais en l'occurrence elle a une relation qui est loin d'être pacifiée avec son mari et qui est souvent extrêmement violente, où les verres volent, les assiettes volent. On aura l'occasion de le voir d'ailleurs dans un autre extrait. Et parallèlement, c'est aussi deux personnes qui sont tout à fait capables de tendresse, même d'amour potentiellement, d'une part l'un envers l'autre, mais aussi potentiellement dans d'autres situations de leur vie privée, mondaine, etc. Oui, c'était un des aspects qui m'intéressait beaucoup. C'est, je crois on aime bien se protéger en décidant qu'il y a nous et puis il y a des monstres. Les grands criminels, que ce soit des serial killers ou des grands criminels politiques, seraient des monstres un peu hors de l'humanité, hors de nous. Et donc seraient totalement détestables. Et puis c'est une jolie histoire qu'on se raconte pour se protéger, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a ces gens font partie de l'humanité et ils sont pas forcément complètement détestables. Et chez les Goebbels, l'amour, par exemple, des enfants, il est assez clair. Ils avaient même une façon, c'est très avéré dans plusieurs sources, une façon pas du tout nazie d'éduquer les enfants. Parce qu'il y avait une vision nazie de l'éducation, hein, vraiment très claire, faut laisser pleurer, endurcir, etc. Et les Goebbels n'ont pas fait ça dans leur vie privée, du tout. Oui, il y a de la complexité, c'est-à-dire qu'il y a des actes monstrueux à plein de moments, et puis à plein d'autres moments, c'est le quotidien, c'est des petites choses, on aime ses enfants, on a une relation de couple passionnée, même si elle est violente, mais il y a de l'amour dedans, hein, on n'est pas... il n'y a pas que de la noirceur. Et puis ça m'intéressait, ça continue de m'intéresser beaucoup. Après, c'est pénible et c'est perturbant et c'est difficile. C'est bien plus agréable de se dire, mais moi, j'ai absolument rien à voir avec ces personnes. Ce sont des gens dégoûtants du début à la fin. C'est beaucoup plus protecteur de penser ça, mais c'est pas vrai. Et en cherchant sur elle, oui, ça apparaît très clairement que c'est pas vrai, qu'il y a des parts de monstruosité, puis il y a des parts tout à fait normales, et puis même des parts assez lumineuses. Et pour revenir à cette question du fanatisme, tu me disais en préparant ce podcast que il y avait vraiment une distinction à faire entre la pensée radicale et son application, voilà, dans la violence, et que ce qui était vraiment très inquiétant et problématique, finalement, c'était le lien entre le fait de passer à la violence qu'on peut avoir envie d'appliquer, et le radicalisme de la pensée. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette part de violence chez Magda Goebbels, en l'occurrence, qui même à un certain moment donné, très avant dans le récit, va faire preuve de beaucoup plus de force de caractère dans l'application finalement de son fanatisme que même son mari, qui pourtant lui était très très haut dignitaire dans le régime. Oui, alors peut-être plus que la violence. Il y a une attraction pour la violence chez elle, très clairement, et chez beaucoup de fanatiques, je pense. Pour moi, on entre dans les problèmes quand il y a plus d'espace. C'est-à-dire que la pensée radicale, elle est pas problématique. À mon avis, elle peut même être très intéressante pour faire bouger les lignes, pour penser le monde différemment. Tant qu'on est capable de se dire, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des contextes différents. Je peux faire un arrangement avec la vie pour à certains moments. Je ne suis pas, je n'ai pas une ligne absolument fixe à tous les instants de ma vie avec toutes les personnes. Une fois qu'on rentre dans une pensée radicale qui n'a absolument aucune marge, aucune exception, aucun contexte différent, là on entre dans le fanatisme. C'est-à-dire qu'on réfléchit plus. On a une pensée qui donne une solution, une vision du monde complète, et c'est fini. Il y a plus de mais peut-être que ici ça s'applique pas. Peut-être que là je peux un petit peu changer d'avis. Peut-être qu'il faut que je prenne en compte aussi cette opinion-là. C'est fini.
Et c'est là le fanatisme, en fait. Et si en plus on rajoute effectivement la violence, l'attraction pour la violence, là on commence à entrer vraiment dans les problèmes. Mais on peut être fanatique sans être violent, mais disons, si on ajoute effectivement la violence, comme c'est le cas ici, pour elle, ça me paraît assez évident qu'il y a une attraction pour la violence, pour la force qui cause de gros soucis, effectivement. Et par ailleurs, il y a un point qui est extrêmement intéressant dans ton roman à ce sujet, c'est la pérennité, je dirais, de cette fanatisation à travers l'histoire de l'humanité, puisque tu ponctues le récit d'extraits de textes qui appartiennent à différents moments de l'histoire, typiquement des extraits du manuel de l'Inquisition, du manuel d'engagement d'Al-Qaïda, etc., ou des lois Hutu, qui ont précédé le génocide au Rwanda. Et en fait, on se rend compte que le mécanisme finalement est extrêmement similaire en fait, d'un moment de l'histoire à un autre, qu'on a vraiment les mêmes problématiques qui se répètent constamment. Oui, le fanatisme, c'est un phénomène humain. C'est pas un phénomène qui est délimité dans l'espace ou dans le temps. Et ça, pour moi, c'est apparu assez clairement avec des recherches où on voit ces phénomènes. Ils peuvent être d'ordre religieux, d'ordre politique, peuvent être tout petits. On peut faire une secte à 30 personnes, comme on peut faire un régime politique avec des millions de gens qui sont soumis à ces idées, à ce système fanatique. Mais effectivement, c'est pas limité. C'était pour moi très important. Le livre, La Fanatique, moi, je ne le vois pas comme un livre sur le nazisme, en fait. Je le vois beaucoup plus comme un livre sur le phénomène, ce qui mène quelqu'un à partir en vrille, si tu me permets l'expression. Quelqu'un d'intelligent, qui aurait eu plein d'autres possibilités. Pourquoi est-ce que quelqu'un part là-dedans? Et on le voit tous les jours. Je pense qu'on a tous eu des proches qui ont débloqué grave pendant le Covid, par exemple, avec le complotisme. Et ça, c'est pour moi, ça fait partie des mêmes questions. Mais pourquoi des gens intelligents partent là-dedans? Et ce livre est une tentative d'approfondir cette question, en fait. Plus qu'une étude sur le nazisme, c'est pas un livre vraiment sur ça. D'ailleurs, on n'est que de son point de vue à elle, donc il y a beaucoup de choses qu'elle sait pas, ou beaucoup de choses qui l'intéressent pas, dont on parle pas du tout. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu mets très en avant le fait de sa petite santé, par exemple, chose que j'ignorais en l'occurrence personnellement complètement avant la lecture de ton livre. Et tu mentionnes le fait que souvent elle se désintéresse complètement des affaires politiques, alors que souvent on entend qu'elle était une des rares avec qui potentiellement Hitler parlait de politique. Oui, alors elle en parlait un petit peu, mais vraiment un petit peu, parce que en fait Hitler a de temps en temps fait appel à elle pour avoir des conseils sur justement la position de la femme dans le régime, mais c'est tout. Lui il restait extrêmement misogyne et lui a pas demandé de conseils sur comment mener la guerre, par exemple. Et sur la petite santé, ça c'est très intéressant à voir qu'en fait tous les hauts dignitaires nazis en fait vont très très mal, très vite. Et on peut se demander s'ils vont très mal parce que ce sont leurs crimes qui les consomment, qui les consument, ou bien si c'est un petit peu moins rassurant que ça, que c'est simplement que dès que la guerre, ça va assez vite, dès 42, à peu près tout le monde de raisonnable se rend compte qu'ils vont pas gagner. Est-ce que c'est pas ça qui les rend tous malades? Ils ont tous des gros problèmes de santé. C'est que oui, ils ont misé sur le mauvais cheval et ils se rendent très bien compte. Je pense que ils vont tous brûler avec le régime. Donc ça, c'est pas très bon pour la santé. J'aime beaucoup ton humour. Mais ce qui est assez fou, c'est que cette femme, elle se laisse jamais domestiquer finalement, ni par les uns ni par les autres. Alors effectivement, on a voulu la
finalement la rattacher à l'image de l'allemande parfaite, de l'Ariane, de la mère. Hein, finalement, elle était dans les films de propagande pour, montrer aux femmes allemandes ce que c'était que le modèle de la bonne épouse, de la bonne mère, etc. Et d'un autre côté, elle refuse vraiment catégoriquement d'être rangée et uniquement limitée à ce rôle-là et confinée à ce rôle-là. Et surtout, elle fait largement payer. Alors, elle s'énerve beaucoup contre son mari qui va continuer à la tromper de manière assez systématique, quasiment jusqu'à que les bombes le lui rendent, hein, littéralement. Et j'aurais plaisir à ce que tu partages avec nous un passage qui est, je trouve, particulièrement intéressant d'un point de vue assez féministe pour le coup, puisque tu t'intéresses aussi à la question du féminisme et puis à la manière dont finalement cette femme est femme aussi, et à un moment donné, elle ne se laisse pas humilier ad vitam aeternam sans rien faire. Tout est prêt. La maison rayonne comme une jeune mariée. Harald porte son petit costume à merveille. Helga ne saurait être plus adorable, et les domestiques attendent des ordres qu'ils connaissent déjà dans les moindres détails. Tout est prêt, sauf moi. Je me regarde dans le miroir de ma salle d'eau. Je sais qu'à quelques mètres de moi, la maîtresse de G s'est probablement repeignée ce matin même. Je suis maquillée, coiffée, les diamants à mes oreilles brillent, mais je ne m'habille pas. Je garde mon négligé tiraillé par la grossesse. Rien de tout cela n'a d'importance, m'a-t-il hurlé hier au soir. Très bien, ai-je répondu. Je passe mes chaussures d'intérieur et je me dirige vers la réception. On fronce les sourcils sur mon passage. Je salue, respecte les usages, partage un mot personnel avec chacun. Puis G m'aperçoit. Il me fixe, la bouche ouverte, alors que je m'approche de notre invité d'honneur, le vieux président. Les petits fours volent et je ris dans mon déshabillé de soie. Il a cru que j'avais perdu la raison, mais il a fini par comprendre. On ne me domestique pas. Rien ne sert d'essayer. G a reconnu son erreur. Il s'est excusé. Il en a même pleuré. Il m'aime. Il aime nos enfants. Il sait à présent ce qu'il en coûte de m'humilier. Il ne me manquera plus jamais de respect, ni à moi, ni à mon rôle d'épouse. Il l'a juré. Est-ce que ces anecdotes, tu les as trouvées sourcées dans des correspondances, dans des documents officiels? Alors, celle-ci a eu lieu dans le cadre d'une réception vraiment officielle pour le coup, donc elle est peut-être sourcée quelque part, mais tu en mentionnes d'autres, notamment la manière dont elle se joue parfois des maîtresses de son mari, parce qu'évidemment, il va continuer à la tromper. Enfin, évidemment, il continue à la tromper et assez tardivement dans l'histoire de leur vie. Et à un moment donné, elle va vraiment prendre ça comme un jeu et faire en sorte de vraiment pourrir la vie de ses maîtresses autant qu'elle y arrive, en fait. Au point que ça devienne presque un petit jeu entre elle et lui de savoir si elle va empêcher la jeune femme, lui, il les choisit toujours jeunes et généralement actrices, de passer la nuit dehors, etc. Oui, alors ça, non, c'est pas du tout fictionnel. Ce qui est du domaine de la fiction dans le livre, ça va être les ressentis, évidemment. Il n'y a pas de journal intime de Magda Goebbels. Le journal de Joseph Goebbels, c'est un journal politique en plus, qui était destiné à la publication. Donc on peut pas le voir vraiment comme un journal intime. Donc ça va être du domaine, disons, de la fiction éclairée, si je peux dire ça, c'est-à-dire de ce que j'imagine des ressentis. Après, ces anecdotes-là, non, il y en a aucune qui est fictionnelle. On retrouve dans diverses sources. Puis là, ça c'est vraiment une réception très officielle, effectivement. Donc le vieux président, c'est le président Hindenburg, hein, quand même. Donc non, ça fait le tour de Berlin. C'est avéré qu'elle est venue pas habillée. Oui. Et puis beaucoup des frasques avec les maîtresses, tout ça était connu. Et puis était connu dans des journaux, dans la correspondance de certaines personnes. Donc j'ai pas besoin d'inventer, c'est là. Et puis avant, tu parlais de l'assassinat de Viktor Arlozorov, Raïm Arlozorov. Là, c'est pas du domaine de la fiction, mais il y a plusieurs moments, comme c'est pas un livre scientifique, mais bien un roman, où moi, je décide. C'est-à-dire qu'un historien, il va dire, ça c'est possible, et je pense que ça est plus probable parce que moi, je fais pas ça. Je choisis ce qui me semble le plus pertinent et le plus probable et qui fonctionne le mieux
dans ce que j'essaye de faire. Donc ça, c'est aussi du domaine, on peut dire, du choix fictionnel. Mais c'est jamais, par rapport aux événements historiques, c'est jamais improbable ou jamais faux. C'est-à-dire que les dates, les événements, tout ça est cadré et correspond aux faits historiques. Parfois, j'ai fait des choix, des choses qui sont pas prouvées, mais que j'estime probables. Il y a un point que tu développes à plusieurs reprises, c'est l'intérêt aussi de Magda pour le bouddhisme. Elle va demander, déjà elle s'y intéresse dans sa jeunesse, et puis plus elle avance en âge et plus le conflit avance, et plus elle va demander également à pouvoir recevoir tous les ouvrages existants possibles, en tout cas ceux sur lesquels on arrive encore à mettre la main, pour se documenter sur le bouddhisme, sur les vies antérieures, etc. Sachant que Magda Goebbels a pris la décision au moment où tout était perdu et où on le savait, de mettre fin à la vie de ses 6 enfants en bas âge. Oui, on est d'accord, 5. Et le 6e ayant survécu, de 6 pardon, et le 7e ayant survécu parce que c'était le fils qu'elle a eu avec Günther Kant, et que lui en l'occurrence était pilote dans la Luftwaffe, donc ce qui lui a sûrement sauvé la vie finalement. Et en l'occurrence, est-ce que cet accent que tu as voulu mettre sur son intérêt pour le bouddhisme pourrait être l'un des points qui aurait finalement fait qu'elle aurait pas hésité à mettre fin à la vie de ses enfants? Probablement que c'est une croyance qui l'a aidée, mais je crois qu'elle l'aurait fait quand même. C'est ma conviction. Il y a plein de théories, d'interprétations sur pourquoi elle a fait ce choix. Il y a aussi beaucoup de gens, mais c'est des gens qui n'ont pas enquêté sérieusement, mais qui estiment que c'est pas elle qui l'a fait, ou voilà, mais c'est vraiment elle. Hitler lui-même lui a donné le choix de partir. Aucune autre épouse de dignitaire ne s'est suicidée. Aucun autre enfant n'a été tué comme ça volontairement. Donc ça, c'est vraiment son choix à elle. Et on peut interpréter ça de plein de façons. Moi, je crois que il y a quelque chose qui était insupportable pour elle, c'est l'idée que ses enfants la renient post-mortem. Donc, je pense qu'elle imaginait un monde post-nazi où les nazis seraient vus comme les vaincus et comme des monstres, ce qui est le cas. Donc, que si ses enfants vivaient dans ce monde, ils seraient, 1, maltraités, et 2, en fait, qu'ils la mépriseraient elle et les choix qu'elle a fait. Et je pense que ça, c'était inacceptable. Mais elle a vraiment pris ses décisions, elle a eu plein de possibilités de faire d'elle-même avoir la vie sauve et d'avoir la vie sauve aussi pour ses enfants. Elle n'a pas voulu le faire. Ce que tu évoques d'ailleurs très clairement dans ton récit, plusieurs personnes, hauts dignitaires, etc., y compris Albert Speer, l'architecte, lui indiquent que des bateaux vont partir vers la Ruhr, etc., que au moins les enfants peuvent être sauvés. Elle refuse catégoriquement de se sauver elle-même, de sauver ses enfants. Alors, qu'est-ce qui tient du roman, qu'est-ce qui tient de la réalité historique? Bon, bien malin qui serait aujourd'hui, mais le fait est qu'elle n'a ni sauvé elle-même, ni sauvé ses enfants, et que, accessoirement, à plusieurs occasions dans le récit, elle est invitée à pouvoir agir pour sauver ou en tout cas faciliter la situation de l'un ou l'autre des protagonistes, et en fait elle n'agit jamais en faveur de qui que ce soit, elle ne prend jamais fait et cause, elle n'aide jamais personne à potentiellement échapper aux griffes du système, alors que d'autres l'ont fait très clairement, qu'ils soient hauts dignitaires ou moins haut placés dans la hiérarchie du Troisième Reich. Je te propose, avant de passer aux deux autres rubriques de notre podcast, d'aborder une autre thématique qui est celle du fait que dans ton récit, tu es passé à la nouvelle orthographe, une nouvelle orthographe qui n'est plus si récente dans l'histoire de l'humanité malgré tout, puisqu'elle date quand même de plus de 20 ans.
Pourquoi ce choix? Et puis, est-ce qu'il est lié également à tes engagements récents, notamment avec l'association Ligne, Lire et Écrire pour un roman en l'occurrence qui devrait normalement paraître entre mars et avril 2026 en français facile à lire. Alors oui, tout à fait. Parce que il y a une dizaine d'années, j'ai été contactée par une maison de quartier à Genève qui m'a dit, mais Levé, est-ce que tu voudrais pas donner des cours d'alphabétisation? Nous, on a un groupe de femmes, on se rend compte qu'elles ont été très très peu à l'école et qu'en fait elles savent pas lire et écrire dans leur langue de départ, et donc apprendre le français langue étrangère, et en fait c'est bloqué. Il nous faudrait déjà passer par l'alphabétisation de base. Moi je dis je sais pas du tout faire ça, mais je vais essayer. Et ça a été une expérience tout à fait passionnante. J'ai appris énormément grâce à ces femmes. Et je me suis rendu compte que avec ce groupe de femmes, au bout d'une année, elles avaient toutes assez bien acquis la logique lettres, sons, mots. Donc, si le français avait été phonétique, comme l'est par exemple l'italien, l'espagnol, l'allemand, en fait, en une année, c'était réglé. Et on aurait pu se concentrer sur élargir le vocabulaire, etc. Mais en français, pas du tout. Le français étant comme l'anglais une langue qui n'est pas du tout phonétique, une fois que vous avez compris comment que les lettres représentent des sons et que les lettres ensemble vont représenter des mots et qu'après avec des mots on fait des phrases, vous avez encore rien compris au français, parce qu'il vous faut toute cette orthographe qui est d'une complexité infinie. Je ne sais plus avec combien de combinaisons de lettres on peut faire le son est en français, mais c'est ridicule. Enfin, c'est un niveau fou. Et ça m'avait beaucoup marqué, parce que je me rendais compte là à côté de personnes où on mettait des obstacles de 3 kilomètres qui me semblaient complètement inutiles. Et je me suis dit, si je peux de temps en temps contribuer un petit peu à enlever un tout petit peu de complexité qui me paraît inutile, ça m'intéresse. Et là, donc, depuis la Fanatique, mon éditeur a été d'accord, mais ça n'a pas été sans négociation, que on enlève, comme la réforme de l'orthographe nous l'autorise, par exemple les circonflexes qui ne changent pas la prononciation, comme dans un mot comme le verbe disparaître, qu'on mette un circonflexe sur le i ou pas, ça change pas la prononciation, donc on peut l'enlever. On peut le laisser aussi, les deux orthographes sont correctes. Et ça, pour moi, ça, voilà, c'est une petite chose qui me paraît aller dans la bonne direction. Et effectivement, ça rejoint mon intérêt pour le facile à lire et le magnifique projet de l'association Ligne, auquel je me réjouis beaucoup de participer. C'est vraiment extrêmement intéressant. Depuis 2024, tu travailles à ce projet, donc j'ai appris que le titre, en tout cas s'il n'est pas modifié dans l'intervalle, serait Les Matins de Rania. Oui. Rania qui est vendeuse, qui n'aime pas trop son travail, son patron est plutôt méchant avec elle, et elle voit arriver un nouveau voisin qu'elle trouve agréable, mais parallèlement, il va lui arriver quelque chose de grave au travail. Voilà, je n'en sais pas plus, c'est le résumé. Un roman à paraître très prochainement, premier trimestre 2026, avec l'association Ligne, et relu par des personnes qui justement sont en cours d'alphabétisation avec l'association Lire et Écrire, les différentes sections de l'association en Suisse romande. Oui, ça c'est vraiment une chose magnifique de ce projet, c'est que l'association Ligne mandate des autoristes et nous demande de faire une œuvre qu'on reconnaît. Donc l'idée est pas de faire un texte facile à lire, point. C'est de faire une œuvre qui entre dans les œuvres qu'on veut défendre, tout en faisant attention à cette accessibilité. Et puis cette accessibilité, elle est garantie par justement des gens concernés qui relisent le texte et qui nous font les retours, en fait, comme un éditeur le fait, en disant ça, c'est trop complexe, ça, au contraire, vous avez trop simplifié, ça nous ennuie. Et on essaye d'équilibrer tout en gardant la notion d'œuvre et puis un texte qui soit pour les adultes. Justement, quand je donnais ces cours d'alphabétisation, je me suis rendu compte de la difficulté de trouver du matériel adapté
moi, je ne donne pas un livre pour les enfants à lire à des personnes de 40 ans. C'est absolument hors de question, c'est inacceptable. Et là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on est en train d'apprendre le français langue étrangère, ou bien qu'on a eu des difficultés à l'école parce qu'on était dyslexique et donc du coup on se remet à la lecture qu'on va lire Oui oui à la plage. Enfin, c'est pas possible. Donc ça c'est vraiment un beau projet, je trouve, qui respecte et l'artiste et le public concerné, qui vraiment peut nous donner les directives. Et c'est très intéressant aussi sur la manière d'écrire. Où est la complexité? Quelle complexité je ne suis pas d'accord de céder? Sur quelle complexité je ne suis pas d'accord de céder? Et sur quoi est-ce que je peux trouver une manière plus accessible de raconter mon histoire? Et à propos de cette histoire-là, tu mets une femme en avant, c'est aussi le cas, on voit que tu t'intéresses beaucoup à la question de la féminité et de la manière dont les femmes sont représentées, hein. Voilà, on en parle dans la fanatique, tu en parleras dans les matins de Rania, et puis surtout ton prochain roman chez Cousumouche, qui est normalement censé paraître à la petite rentrée de début d'année 2026, janvier-février, parle aussi de la question des femmes, mais cette fois dans la mémoire du conflit de la guerre d'Algérie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est bien avant la guerre d'Algérie, en fait. Il se trouve qu'il y a eu une entreprise coloniale qui s'appelait la Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif, qui a donc fondé une colonie à l'est de l'Algérie, à Sétif, donc, financée par des banquiers genevois. Et donc, on est là au milieu du 19e siècle et mon roman traite de l'installation de cette colonie du point de vue de 3 femmes, une épouse d'un de ces banquiers fondateurs, une paysanne vaudoise qui va se retrouver envoyée là-bas, et puis une jeune femme algérienne qui voit ses colons arriver à Sétif. Et on va se concentrer sur ces 3 points de vue, sur cette entreprise coloniale, comment ça se passe. Et en fait, ça parle, je dirais pas que c'est un roman sur les femmes, c'est simplement les points de vue de 3 femmes sur cette entreprise coloniale genevoise, donc. Encore une entreprise coloniale dans laquelle la Suisse s'est illustrée et sur laquelle probablement il y a assez peu de documentation et peu de faits relatés au niveau historique. Oui, alors la documentation, on a énormément parce qu'on a aux archives cantonales d'État, on a toutes les archives de la compagnie. Et on trouve, il y a pas mal de, en tout cas les sources de première main sont là. Après, c'est vrai que ça a été peu étudié parce que c'est en fait totalement passionnant, mais ça commence. Il y a quand même eu une thèse, plusieurs mémoires, quelques articles, et puis notre cher Henri Dunant a aussi fait partie de l'affaire. Donc dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui a été un peu abordé, mais c'est vrai que c'est très peu connu, ce qui est extrêmement surprenant parce que moi, une fois que j'ai mis la main là-dessus, il m'a semblé que c'était un fait tout à fait majeur. Donc voilà, je me suis intéressée à ça du plus près possible et donc de point de vue féminin. On se réjouit beaucoup de découvrir ton roman et peut-être de te réinviter dans notre podcast l'année prochaine pour en parler, qui sait. Avec grand plaisir. Ce sera pas en janvier, puisqu'en janvier, on aura certainement un ou une des finalistes du prix de la ville de Lausanne. La date est pas encore fixée, mais c'est en cours de préparation. Avant de nous quitter, on a 2 rubriques qu'on aime beaucoup aborder avec nos invités et invitées, Lolvé. La première, c'est de savoir, Mona lira volontiers un livre dans ta pile. Qu'est-ce qui se trouve aujourd'hui dans ta pile à lire? Alors, dans ma pile à lire, il y a un petit bouquin qui s'appelle « J'aurais voulu être 12 serpents » de Louis Achille. C'est un premier roman. J'ai vu qu'il était dans la base de données Mona Lira. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est un jeune auteur. Ça se passe ici, canton de Vaud. Donc, il y a aussi, je crois, une langue romande que je me réjouis de lire. Et puis, ça se passe, c'est aussi, je crois, un texte, je l'ai pas encore lu, donc c'est dans ma pile à lire, mais un texte sur le passage de l'âge adulte, la masculinité. Voilà, ça promet. Louis Achille, donc. J'aurais voulu être 12 serpents.
très bon roman que je te recommande volontiers puisque j'ai eu la chance de débattre avec Louis et 3 autres auteurices au Salon des Petits Éditeurs le 8 novembre. Et effectivement, toi qui t'intéresses aussi à ces questions-là, notamment la masculinité potentiellement toxique, alors il n'aime pas appeler son titre une autofiction, mais d'inspiration autofictionnelle, il dirait. Et c'est un titre qui vaut la peine d'être découvert, indubitablement. Et enfin, pour clôturer, on demande toujours à notre invité ou notre invité de répondre à la question pour toi, Mona, elle lira comment? Mona lira pour elle. Ah bah ça, c'est une magnifique perspective. On te remercie beaucoup, Lolvé, d'avoir été présente aujourd'hui pour notre 9e épisode du podcast Mona lira, où on a parlé de femmes fortes, violentes parfois, complexes dans tous les cas. On se réjouit de découvrir les femmes au 19e siècle en Algérie dans ton prochain roman. C'était un podcast avec Sébastien Schopfer à la technique, Gianluca Alaria au montage avec The Oman Collective, animé par Céline Vichard. On se retrouve pour notre 10e et dernier épisode du podcast de Mona lira le mercredi 17 décembre 2025 à 17h et non pas le dimanche comme d'habitude puisque le 21 décembre, votre animatrice fêtera son anniversaire donc prendra congé ce jour-là. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à mettre des pluies d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et on se réjouit de vous voir en direct lors de nos prochaines émissions. À très bientôt!